Imagine un instant que tu te réveilles un matin et que quelque chose a changé. Pas de manière brutale, pas avec fracas, non. C'est plutôt une absence, un silence intérieur que tu n'avais pas prévu. Tu t'attendais à ce que la vie soit différente après tout ce chemin parcouru, après toutes ces lectures, ces méditations, ces moments de prise de conscience profonde. Et pourtant, là, devant ton café du matin, tu te demandes pourquoi je ne ressens plus vraiment l'envie de rien. C'est une question que j'ai entendue souvent dans les consultations, dans les lettres que je reçois, dans les conversations après des conférences, des personnes qui ont traversé quelque chose d'important en elles-mêmes, qui ont fait un travail intérieur sincère, parfois long, parfois douloureux, et qui se retrouvent dans un état étrange. Pas de tristesse, pas de dépression évidente, juste une forme de platitude, un calme qui ressemble de loin à de la sérénité, mais qui de l'intérieur se vit comme un vide. Je veux qu'on passe du temps ensemble sur ce sujet aujourd'hui, parce qu'il est important, parce qu'il est souvent mal compris, et parce que si tu vis quelque chose de similaire en ce moment, je veux que tu saches que tu n'es pas seul, que ce que tu traverses a un nom, a une explication et surtout a un sens. Alors installe-toi confortablement, laisse venir les mots et voyons ensemble ce que ce silence intérieur cherche vraiment à te dire. Souvent, quand on parle d'éveil intérieur, on imagine une montée, une progression lumineuse. On pense à des images de sommet, de ciel clair, de paix retrouvée. Et il y a de ça, bien sûr. Mais ce qu'on ne dit pas assez, ce qu'on évite parfois de mentionner parce que cela semble contredire le message d'espoir, c'est que l'éveil intérieur peut aussi s'accompagner d'une période de désorientation profonde, d'un temps pendant lequel l'ancien moteur ne fonctionne plus mais où le nouveau n'a pas encore pris le relais. C'est exactement là que nous allons commencer. Comprendre pourquoi l'éveil intérieur peut temporairement éteindre le désir. Je t'invite à penser à ce qui nous pousse à désirer. Qu'est-ce qui crée l'envie? Si tu y réfléchis, la plupart de nos désirs naissent d'un manque. Pas d'un manque douloureux forcément, mais d'un espace entre là où je suis et là où je veux être, entre ce que j'ai et ce que j'imagine, entre qui je suis aujourd'hui et qui je veux devenir. Ce décalage, cette tension légère entre le présent et l'imaginé, c'est le terreau du désir. Maintenant, que se passe-t-il quand on fait un travail intérieur profond, quand on apprend à accepter davantage, à lâcher prise, à être dans le présent? On réduit progressivement ce décalage. On apaise cette tension et c'est formidable. C'est exactement ce vers quoi on tendait. Mais il y a un paradoxe subtil là-dedans que j'aime beaucoup explorer. En apaisant la tension qui générait souffrance et agitation, on apaise parfois aussi la tension qui générait élan et désir. C'est pas une erreur, c'est pas un échec du chemin, c'est une étape transitoire. Mais si on ne la comprend pas, elle peut être déstabilisante, voire effrayante. J'ai connu une femme, appelons-la Élise, qui avait passé plusieurs années à travailler sur elle-même après une période difficile de sa vie. Burn-out professionnel, relations compliquées, sentiment de s'être perdue. Elle avait fait un travail remarquable. Elle méditait régulièrement, elle avait appris à mieux connaître ses émotions, à poser des limites, à prendre soin d'elle. Et un jour, elle est venue me voir, non pas en crise, mais avec cette question dans les yeux, je ne sais plus ce que je veux. Avant, je voulais tout. Je courais dans tous les sens. Maintenant, je suis calme, mais je n'ai plus faim de rien. Ce qu'Élise vivait, c'est quelque chose que je pourrais appeler la traversée du désert de l'après. C'est le moment où l'ancien soi, avec ses urgences, ses peurs, ses aspirations parfois névrotiques mais bien réelles, s'est dissous, et où le nouveau soi, plus serein, plus conscient, n'a pas encore appris à désirer d'une nouvelle façon. Parce que oui, il faut apprendre à désirer autrement. Le désir ne disparaît pas avec l'éveil intérieur, il se transforme. Prenons un moment pour bien distinguer deux types de désirs, parce que c'est fondamental pour la suite. Il y a ce que j'appellerais les désirs réactifs. Ce sont les désirs
qui naissent en réaction à quelque chose, en réaction à la peur. Je veux réussir parce que j'ai peur de l'échec. Je veux être aimé parce que j'ai peur d'être seul. Je veux accomplir parce que j'ai peur de n'être rien. Ces désirs sont puissants. Ils carburent à l'émotion forte, à la tension, parfois à la douleur. Et quand on fait un travail intérieur sérieux, on réduit ces peurs, on les apprivoise, on les désamorce en partie. Et du même coup, ces désirs réactifs s'atténuent. Et puis il y a ce que j'appellerais les désirs sourcés. C'est des désirs qui ne naissent pas d'un manque à combler, mais d'une plénitude à exprimer. Ce sont des désirs qui viennent non pas de la peur, mais de l'amour. Non pas de l'anxiété, mais de la curiosité. Non pas du besoin de prouver, mais du plaisir de créer. Ces désirs-là sont plus discrets. Ils ne crient pas. Ils ne vous empoignent pas par l'estomac au milieu de la nuit. Ils chuchotent. Et si on ne sait pas les écouter, si on n'a pas encore appris à les reconnaître, on peut les rater complètement. La traversée que tu vis peut être en ce moment, c'est le passage entre ces deux mondes. Tu as quitté les désirs réactifs, ils ne t'habitent plus avec la même force. Mais tu n'as pas encore tout à fait pris en main ces désirs plus doux, plus profonds, plus sourcés, et dans l'intervalle, il y a ce silence, ce vide apparent. Je veux te dire quelque chose d'important. Ce silence n'est pas un problème à résoudre, c'est un espace à habiter. Si ce contenu te parle, si tu reconnais quelque chose dans ce que je décris, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de continuer à cheminer ensemble. Parlons maintenant d'un phénomène psychologique qui joue un rôle clé dans tout ça et que j'aime appeler la désidentification progressive. Quand on fait un travail intérieur, l'un des effets les plus profonds est qu'on commence à se défaire de certaines identités que l'on portait. Ces masques, ces rôles, ces histoires qu'on se racontait sur soi-même et qui en fait guidaient beaucoup nos désirs et nos actions. Je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un qui se bat, je suis quelqu'un qui doit prouver, je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé si et seulement si je performe. Ces identités, même quand elles sont blessantes, même quand elles nous coûtent cher, ont un avantage. Elles donnent une direction. Elles organisent le désir. Si je suis quelqu'un qui doit prouver, alors je sais quoi faire. Je travaille plus, je performe, je cherche la reconnaissance. Il y a une logique, une cohérence, même si elle est douloureuse. Quand on commence à se défaire de ces identités, à les voir pour ce qu'elles sont, des constructions, des protections, des réponses à des blessures anciennes, on perd cette direction automatique. Et c'est libérateur, oui, mais c'est aussi déstabilisant. Parce que si je ne suis plus celui qui doit prouver, alors qu'est-ce que je fais de mon énergie ? Si je ne suis plus défini par ma lutte, par mon effort permanent, par mes objectifs sans fin, qui suis-je et vers quoi est-ce que je vais ? Ce moment-là, ce moment de flottement identitaire est souvent vécu comme une perte d'envie, mais en réalité, c'est une perte de cap artificiel, pas de cap réel. Il y a une image qui me revient souvent. Imagine une boussole. Pendant longtemps, cette boussole a pointé vers le nord parce qu'il y avait un aimant puissant qui l'attirait dans cette direction. Cet aimant, c'était la peur, la blessure, le besoin de validation. Et puis cet aimant s'éloigne. Il perd de sa force. La boussole ne pointe plus vers le nord automatiquement. Elle semble errer, hésiter, tourner un peu sur elle-même. C'est pas qu'elle est cassée, c'est qu'elle cherche un nouveau nord. Un nord qui serait cette fois le tien. Pas celui que la peur t'a imposé, mais celui que tu choisirais librement. Trouver ce nouveau nord, ça prend du temps. Et pendant ce temps, il y a une période où l'on se sent sans direction, sans envie précise. Et c'est souvent là que les gens s'inquiètent, pensent qu'ils ont fait fausse route, pensent que leur éveil les a abîmés plutôt que guéris. Je veux te rassurer, non, tu n'as pas fait fausse route. Parlons maintenant de quelque chose que les traditions contemplatives connaissent bien et que la psychologie contemporaine commence à mieux documenter l'état de plateau. Dans le domaine du sport de haut niveau, on parle souvent de plateau pour désigner cette période où, malgré l'entraînement, les progrès semblent s'arrêter. Le sportif continue de travailler, continue de s'investir, mais les résultats stagnent,
c'est pas un recul, c'est une consolidation. Le corps, le cerveau, intègre des apprentissages profonds, recompose ses structures, prépare la prochaine progression, mais de l'extérieur et même de l'intérieur, ça ressemble à une stagnation. Le chemin intérieur fonctionne de la même façon. Après une période de transformation intense, il y a souvent une phase de plateau. Une période où l'on ne ressent plus les émotions intenses de la découverte, où l'on ne vit plus les illuminations de la prise de conscience, où tout semble un peu terne, un peu plat, pas mauvais, juste, sans relief particulier. Cette phase est souvent mal interprétée, on pense qu'on a perdu quelque chose, qu'on a régressé, qu'on aurait dû continuer autrement. Mais en réalité, cette phase de plateau est souvent le signe que quelque chose de profond est en train de s'intégrer, quelque chose de fondamental, quelque chose qui ne se voit pas encore à la surface, mais qui transforme en profondeur les racines. J'ai rencontré un homme, appelons-le Thomas, qui avait fait une retraite de méditation de 10 jours. Une expérience intense, transformatrice selon ses mots. Il en était revenu différent. Plus calme, plus présent, avec un regard nouveau sur les choses, mais 3 mois après, il était venu me voir avec une inquiétude. Il me disait « c'est parti ». Ce que j'avais trouvé là-bas, je ne le sens plus. Je me sens comme avant, peut être même pire, parce que maintenant je sais ce que c'était possible et je n'y arrive plus à le retrouver. Ce que Thomas vivait, c'est ce moment de plateau. L'intensité de l'expérience s'était dissipée, comme une vague qui se retire. Mais la vague, en se retirant, avait laissé quelque chose sur la plage, des graines, des semences, invisibles pour l'instant, mais bien réelles. La question n'était pas comment retrouver l'intensité de la vague, la question était comment prendre soin de ces graines pour qu'elles puissent un jour germer. Je t'invite maintenant à explorer quelque chose de plus intime, quelque chose qui touche à la façon dont nous avons appris à nous motiver. La plupart d'entre nous ont grandi avec un système de motivation qui repose sur la récompense et la punition. Fais bien l'école et tu seras félicité. Ne fais pas bien et tu seras puni, déçu quelqu'un, exclu d'une façon ou d'une autre. Ce système très binaire a façonné notre rapport au désir et à l'action. On désire pour obtenir une récompense, on agit pour éviter une punition, et même adulte, même après des années de développement personnel, beaucoup de nos motivations restent teintées de cette logique ancienne. Quand on fait un travail intérieur, on commence à questionner ces récompenses et ces punitions. On commence à voir que beaucoup des choses qu'on cherchait, la validation, la reconnaissance, le sentiment d'être assez, ne sont pas ce dont on a vraiment besoin. Et on commence à se défaire de ces motivations extrinsèques, de ces carburants externes. Mais si on ne remplace pas ces carburants externes par d'autres sources de motivation, on se retrouve simplement sans carburant. Le moteur est là, la voiture est là, mais il n'y a plus d'essence dans le réservoir. La transition vers une motivation intrinsèque, une motivation qui vient de l'intérieur, du sens, du plaisir, de l'alignement avec ses valeurs profondes. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande un réapprentissage, une rééducation du désir. Et pendant cet réapprentissage, il y a souvent cette zone d'entre-deux que je décrivais. Plus les anciens carburants, pas encore les nouveaux. Et donc une impression de ne plus savoir pourquoi bouger. Si ce que je partage résonne en toi, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire. Dis-moi où tu en es sur ce chemin. Tu n'es pas seul à traverser ça. Je veux maintenant aborder quelque chose que l'on évite rarement dans les discours sur le développement personnel, mais qui est, à mon sens, absolument central. C'est la question du deuil. Oui, le deuil. Parce que tout éveil intérieur, toute transformation profonde implique des pertes. On n'en parle pas assez, on célèbre les gains, les prises de conscience, les libérations, et c'est bien. Mais on minimise les pertes. Et quand on ne fait pas le deuil de ce qu'on a perdu, ça reste là, quelque part dans le corps, dans l'âme, comme une tristesse non nommée qui ressemble à un manque de désir.
Qu'est-ce qu'on perd lors d'un éveil intérieur? On peut perdre une certaine image de soi, celle que l'on a entretenue pendant des années, parfois au prix d'efforts considérables. On peut perdre des relations qui étaient basées sur notre ancien fonctionnement, des amitiés, parfois des relations amoureuses, qui fonctionnaient dans l'ancien paradigme et qui ne trouvent plus leur place dans le nouveau. On peut perdre des ambitions, des rêves, des projets qui étaient en fait des compensations plutôt que des aspirations authentiques. Et même si ces pertes sont dans un sens libératrice, elles sont aussi réelles. Elles méritent d'être reconnues, honorées, pleurées parfois. Il m'arrive de penser à ces pertes comme à des peaux que l'on mue. Le serpent qui mue ne souffre pas, mais il perd quelque chose de réel. Sa peau ancienne le protégeait. Elle était adaptée à ce qu'il était. La nouvelle peau, plus fraîche, plus sensible, est meilleure. Mais il y a un moment de vulnérabilité entre les deux. Un moment où l'on est à vif, plus protégé par l'ancien. Pas encore tout à fait à l'aise dans le nouveau. Ce sentiment d'être à vif, ce sentiment de vulnérabilité douce, qui accompagne parfois l'après-éveil, il peut se traduire par cette impression de ne plus désirer. Parce que désirer, c'est aussi s'exposer, c'est prendre le risque d'être déçu. Et une partie de nous, dans ces moments de vulnérabilité, préfère peu être ne rien désirer plutôt que de risquer une nouvelle blessure. Il faut être doux avec cette partie de soi, la comprendre, ne pas la forcer, mais l'inviter progressivement à faire confiance à nouveau. Explorons maintenant un aspect que je trouve particulièrement fascinant et qui touche à la neurologie du plaisir. Notre cerveau possède ce que les chercheurs appellent le système de récompense. Ce système est activé non seulement quand on obtient quelque chose qu'on désirait, mais surtout, et c'est là où c'est intéressant, dans l'anticipation de cette récompense. En d'autres termes, c'est la poursuite qui est dopaminergique, pas forcément l'obtention. Ce que cela signifie concrètement, c'est que lorsqu'on a un désir fort, lorsqu'on est en chasse de quelque chose, le cerveau libère de la dopamine dans l'anticipation. C'est ce qui crée cet état d'excitation, d'énergie, de dynamisme que l'on associe au désir. Quand on fait un travail intérieur qui nous amène à désirer moins frénétiquement, à être plus dans l'acceptation du présent, à moins courir après des objets de désir, on réduit naturellement cette stimulation dopaminergique. Le cerveau, habitué à fonctionner dans une certaine intensité, se retrouve dans un régime plus bas, plus calme. Et cela peut être vécu subjectivement comme un manque d'énergie, un manque de désir, un manque de saveur dans la vie. Ce n'est pas une pathologie, c'est une adaptation. Le cerveau apprend un nouveau régime de fonctionnement. Un régime plus durable, moins épuisant, mais qui demande une rééducation de la façon dont on trouve du plaisir et de l'engagement dans les choses. Les bouddhistes parlent d'anédonie comme d'un passage parfois dans certaines pratiques contemplatives. Pas une dépression, mais une neutralisation temporaire des saveurs du monde. Un moment où le plaisir ordinaire ne fait plus l'effet qu'il faisait avant, et où le plaisir plus subtil, celui de la présence simple, de la beauté tranquille, du lien humain authentique, n'est pas encore pleinement accessible. C'est une transition sensorielle et neurologique autant que psychologique. Ce que je veux te dire, c'est que cette transition peut être raccourcie, rendue plus douce si on lui donne les bonnes conditions. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Faisons une pause un instant. Si tu écoutes depuis un moment et que ces réflexions t'accompagnent, je t'invite vraiment à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à ce contenu. Parlons des conditions qui permettent au désir de se renouveler après l'éveil. La première condition, et c'est peut être la plus contre-intuitive, c'est la permission d'être dans le vide. J'ai souvent observé que les gens qui souffrent le plus de ce manque de désir après un éveil sont ceux qui luttent contre lui. Ceux qui se disent « il ne faut pas que je sois comme ça ». Il faut que je retrouve mon élan.
Il faut que je sois motivé. Et en luttant contre ce vide, il l'alimente. Il lui donne une densité qu'il n'aurait pas eu autrement. Le vide, dans la philosophie taoïste, n'est pas quelque chose qu'on remplit, c'est quelque chose qu'on habite. Le vide d'un bol est ce qui lui donne sa fonction. Le vide entre les cordes d'un instrument est ce qui permet à la musique de résonner. Ce vide intérieur que tu ressens peut être en ce moment, n'est pas un problème. C'est un espace de préparation, un espace de possible. La première chose à faire est donc de cesser de le combattre, de lui dire « je t'accueille, je ne sais pas encore ce que tu prépares, mais je te fais confiance ». La deuxième condition, c'est ce que j'appellerais la réduction de la stimulation. Nous vivons dans un monde de surstimulation permanente. Les écrans, les réseaux sociaux, les informations en continu, le bruit constant. Et quand notre système nerveux est saturé de stimulation forte, il perd progressivement sa sensibilité aux stimulations douces. C'est comme quand on a mangé trop de sucre pendant longtemps et qu'on ne sent plus la douceur naturelle d'une pomme ou d'une carotte. Si on veut que le désir revienne dans sa forme la plus authentique, la plus sourcée, il faut parfois créer les conditions d'une désaturation. Moins de stimulation forte, artificielle, pour que les stimulations naturelles, douces, authentiques, redeviennent perceptibles. Concrètement, cela peut vouloir dire moins de réseaux sociaux, moins de consommation de contenu, plus de temps dans la nature, plus de silence, plus de moments sans agenda précis. Des espaces dans la journée où l'on ne fait pas, mais où l'on est. La troisième condition, c'est ce que j'appelle le retour aux fondamentaux sensoriels. Le désir passe par le corps. On oublie parfois. On cherche le désir dans la tête, dans les projets, dans les idées. Mais le désir commence dans le corps, dans une sensation, dans un frémissement, dans cette légère excitation que l'on ressent quand quelque chose nous attire. Pour retrouver le désir, il faut parfois revenir au corps. Pas de manière compliquée, juste en lui faisant un peu plus attention, qu'est-ce qui me fait plaisir corporellement? Quel mouvement, quel toucher, quel goût, quel paysage, quelle musique crée en moi une sensation légèrement positive, pas une passion dévorante, juste un petit oui intérieur, un petit frémissement. Ces petits frémissements sont les premiers signes du retour du désir. Ils sont discrets, il faut les chercher avec douceur, avec patience. Comme on cherche les premières pousses du printemps dans un jardin après l'hiver, une jeune femme, appelons-la Marion, était venue me voir après une longue période de transformation intérieure. Elle avait fait un travail remarquable sur elle-même, mais elle se disait éteinte. Sans désir, sans direction. Je lui avais suggéré un exercice très simple, chaque jour, noter 3 petites choses qui avaient créé en elle un léger plaisir, pas de grande joie, juste de petits oui. Le café du matin, le soleil sur les feuilles, une chanson dans la voiture. Quelques semaines plus tard, elle revenait différente, plus légère. Elle me disait « J'ai l'impression qu'il y a des petites lumières qui commencent à s'allumer partout. » Pas de grands feux d'artifice, mais des petites lumières. Ces petites lumières, c'est le désir qui revient à la maison, sous une forme nouvelle, plus douce, plus réelle. Je veux maintenant aborder un aspect qui me tient particulièrement à cœur et qui touche à la différence entre faire et être. La culture dans laquelle nous vivons valorise énormément le faire. Être productif, actif, engagé, en projet, et le développement personnel traditionnel a parfois repris ce biais en habillant les mêmes injonctions de mots plus doux. Réalise ton potentiel, sois la meilleure version de toi-même, accomplis, manifeste. Créer, c'est pas mal en soi, mais ça crée parfois une confusion entre le désir authentique et la performance de l'éveil. Et quand quelqu'un traverse cette phase de silence intérieur, il peut avoir l'impression de ne pas être un bon élève du développement personnel. Il peut se comparer à d'autres qui semblent plus allumés, plus inspirés, plus en mouvement, et cette comparaison aggrave encore l'impression de vide. La vérité, c'est que l'être précède toujours le faire authentique. Avant de pouvoir agir de manière vraiment alignée, de manière vraiment sourcée, il faut d'abord s'autoriser à être sans projet, sans performance, sans objectif, juste présent à soi.
Ces périodes de silence, ces périodes où l'on ne sait pas trop ce qu'on veut, où l'on n'a pas de grands désirs mobilisateurs, sont souvent des périodes d'apprentissage de l'être, de la présence pure, et elles sont précieuses. Elles sont le fondement sur lequel tout désir authentique pourra s'appuyer plus tard. Je pense souvent aux arbres en hiver. En surface, tout semble mort, immobile, sans vie. Mais sous terre, dans les racines, une activité intense se poursuit. La sève se prépare. L'énergie se concentre. La vie se rassemble pour l'explosion du printemps. Si tu regardes un arbre en hiver et que tu dis « il est mort, il ne fait rien, il ne pousse pas », tu passes à côté de tout ce qui se prépare, tu es peu être cet arbre en ce moment, en pause apparente, en préparation profonde. Continuons à avancer dans notre chemin ensemble. Prends un moment si tu veux pour faire une petite pause, boire quelque chose, et si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment. Ces conversations existent parce que vous êtes là à les écouter. Je veux maintenant parler de quelque chose que j'ai observé souvent et que j'appellerais le vertige de la liberté. Il y a un philosophe, Sartre, qui disait que l'homme est condamné à être libre. Et cette phrase, loin d'être une célébration simple, pointait vers quelque chose de difficile. La liberté véritable peut être angoissante, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est immense, parce qu'elle implique une responsabilité totale de soi-même. Quand on était guidé par ses peurs, ses conditionnements, ses identités réactives, on avait en quelque sorte une direction automatique. On n'était pas libre, mais on était orienté. Et cette orientation, même contrainte, donnait un sentiment de sens et de direction. Quand on se libère de ces conditionnements, on se retrouve face à quelque chose d'immense, le champ ouvert, toutes les possibilités. Et ce champ ouvert peut être vertigineux. Parfois tellement vertigineux qu'on préfère ne rien désirer plutôt que de faire face à l'immensité du choix. Ce vertige-là est normal, il témoigne même d'une vraie liberté conquise, mais il faut l'apprivoiser, il faut apprendre à habiter l'ouverture sans en avoir peur. Comment ? En commençant petit, en ne cherchant pas le grand désir mobilisateur dès le début, en cherchant d'abord un petit désir, un petit pas, une petite direction, pas la destination finale, juste le prochain pas. J'aime l'image du randonneur dans le brouillard. Quand on marche dans le brouillard, on ne voit pas loin. Parfois à peine quelques mètres devant soi. Et pourtant, on peut avancer. On met un pied devant l'autre. Et souvent, à mesure qu'on avance, le brouillard se lève progressivement. On voit un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. La clarté vient non pas de l'attente immobile, mais du mouvement dans l'incertitude. Si tu attends d'avoir une vision parfaitement claire de ce que tu veux, avant de bouger, tu risques d'attendre longtemps. La clarté vient souvent dans l'action, même petite, même hésitante. Alors je te pose cette question, pas pour que tu la résolves maintenant, juste pour que tu la portes avec toi. Quel serait le tout petit geste, le tout petit mouvement, la toute petite curiosité que tu pourrais suivre dans les prochains jours? Pas un projet de vie, juste une petite lueur. Quelque chose qui t'attire très légèrement, même si tu ne sais pas encore pourquoi. Suivre ces petites lueurs, c'est souvent ainsi que le désir se réveille, pas dans un éclair soudain, dans une suite de petits pas vers ce qui brille doucement. Abordons maintenant quelque chose d'essentiel que je n'ai pas encore nommé directement, la question du sens. L'un des effets les plus profonds d'un éveil intérieur est qu'il modifie notre rapport au sens. Avant, on trouvait souvent du sens dans des cadres prédéfinis. La société, la famille, la culture nous donnaient des cadres de sens. Réussis professionnellement, fonde une famille, accumule, progresse. Et même si on n'adhérait pas entièrement à ces cadres, ils donnaient une structure au sens, ils orientaient l'énergie. Quand on fait un travail intérieur profond, on commence à questionner ces cadres. On se demande, est-ce que ce sens-là est vraiment le mien ? Est-ce que ces objectifs sont vraiment les miens ou sont-ils ceux qu'on m'a transmis ?
Et quand on questionne les cadres anciens, on entre dans une période où les anciens sens ne fonctionnent plus et où les nouveaux ne sont pas encore construits. Cette période peut être vécue comme un nihilisme léger. Pas une vraie dépression existentielle, mais une impression que rien n'a vraiment d'importance, que tout se vaut, que pourquoi faire une chose plutôt qu'une autre, puisque tout est finalement éphémère et relatif. Cette étape est normale dans un processus de maturation. Elle correspond à ce que le psychologue Ken Wilber appelle les niveaux de transition dans le développement de la conscience. Entre deux niveaux de sens, il y a toujours une zone de transition où les repères anciens se défont et où les nouveaux ne sont pas encore solides. La sortie de cette zone ne se fait pas par la pensée, elle se fait par l'expérience. Par le retour dans la vie concrète, dans le contact avec les autres, dans l'engagement même imparfait, dans quelque chose qui compte un peu. Le sens ne se trouve pas, il se crée, il s'expérimente. Il émerge du vivant, pas de la réflexion seule. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la tradition japonaise du concept d'ikigai. Ce terme qu'on traduit souvent par raison d'être n'est pas quelque chose qu'on découvre dans un moment de révélation soudaine. C'est quelque chose qu'on construit progressivement au quotidien à travers l'attention portée à ce qui nous anime, à ce dont le monde a besoin, à ce pourquoi on est fait, à ce qui peut aussi contribuer à notre subsistance. C'est pas une destination, c'est un processus vivant. Et dans ce processus, les périodes de questionnement, les périodes sans désir clair, ne sont pas des interruptions du chemin. Elles en font partie intégrante. Continuons ensemble. Si tu écoutes depuis le début, je t'en suis vraiment reconnaissant. Ces partages ne valent que si quelqu'un les reçoit de l'autre côté. Et si cet épisode t'accompagne dans quelque chose de personnel, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Je veux maintenant te parler de relations, parce que ce manque de désir après l'éveil touche souvent aussi notre rapport aux autres. Il arrive que des personnes en plein processus de transformation intérieure se sentent soudainement étranges dans leurs relations habituelles. Les conversations, qui autrefois les intéressaient, semblent creuses. Les dynamiques de groupe dans lesquelles elles évoluaient semblent artificielles. Les personnes avec qui elles se retrouvaient semblent vivre dans un autre monde, un autre régime de préoccupation. Ce sentiment peut être très solitaire et il peut lui aussi se déguiser en manque de désir, un désir de lien qui s'est éteint, qui ne sait plus où se diriger. Ce qui se passe en réalité, c'est souvent un recalibrage de nos besoins relationnels. Les relations qui fonctionnaient sur le mode de l'anxiété partagée, de la stimulation mutuelle, de la complicité dans la plainte ou dans la course, ces relations ne nourrissent plus de la même façon. On cherche quelque chose de plus rare, de plus profond, des échanges qui ont de la substance, des liens qui ont de la sincérité, des connexions où l'on peut être vraiment vu, et cette qualité de lien est plus rare. Elle se trouve moins facilement. Ce n'est pas que les autres sont moins bien, c'est que nos besoins ont changé. Et il faut du temps pour trouver ou cultiver des relations qui résonnent avec ce nouveau soi. En attendant, il y a une solitude partielle qui peut être difficile à vivre. Pas une solitude totale, mais ce sentiment d'être en partie incompris, en partie visible, en partie présent dans sa vraie nature, dans les interactions. La réponse à cette solitude n'est pas de régresser. Ce n'est pas de faire semblant d'être qui on était pour retrouver la chaleur des connexions anciennes. La réponse est d'être patient, de chercher avec curiosité les personnes avec qui une vraie résonance est possible, de créer des espaces d'authenticité même dans des interactions ordinaires, d'oser montrer qui l'on est vraiment, même un peu, même avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, parce que souvent, les personnes que l'on croyait ne plus nous correspondre sont elles aussi en train de changer. Elles ont peu être juste besoin qu'on leur montre qu'un autre niveau de conversation est possible. L'éveil intérieur ne nous sépare pas des autres. Il nous ouvre à une façon plus vraie d'être avec eux.
mais cette transition demande du courage, le courage d'être visible. Approchons maintenant de la conclusion de notre voyage. Mais avant, je veux aborder un dernier point qui me semble fondamental, la question de la gratitude. Je sais, la gratitude est souvent citée dans le développement personnel comme une recette magique, et je ne veux pas la réduire à ça, mais je veux en parler d'une façon différente. Pas comme un exercice mécanique, mais comme un état d'être qui peut être cultivé dans les périodes de désert intérieur. La gratitude, dans son sens le plus profond, c'est pas juste de dire merci pour les bonnes choses de la vie. C'est une posture d'attention aux choses qui existent, à ce qui est là, à ce que l'on a parfois tendance à ne pas voir parce que ce n'est ni manquant ni éclatant. Dans ces périodes sans grand désir, sans grand élan, il y a souvent de petites choses qui continuent à exister. La santé peut être, ou juste le souffle, une personne quelque part qui vous aime, un toit, un moment de beauté ordinaire, un souvenir heureux, la capacité de penser et de ressentir. Quand on dirige son attention vers ces choses, non pas pour se forcer à être content, mais juste pour les voir vraiment, pour les laisser entrer, il se passe quelque chose de discret mais de réel. Le présent devient un peu moins plat, un peu plus habité. La gratitude ne remplace pas le désir. Elle ne le convoque pas artificiellement, mais elle crée les conditions de sol dans lesquelles le désir peut progressivement germer à nouveau. Comme l'eau qui nourrit la terre en attente des semences. Et maintenant, je voudrais te laisser avec quelques pensées pour conclure ce chemin que nous avons fait ensemble. Si tu ressens en ce moment peu d'envie, peu de désir, peu d'élan et que tu as traversé quelque chose d'important en toi-même, je veux que tu retiennes ceci. Ce que tu vis n'est pas la fin du chemin, c'est un passage nécessaire. Un passage que beaucoup traversent mais que peu savent nommer. En le nommant aujourd'hui, j'espère que tu peux le vivre un peu différemment, avec moins de peur, avec plus de curiosité, avec la douceur qu'il mérite. Tes anciens désirs s'étaient nourris de tes anciennes blessures, et les blessures ont guéri ou guérissent, c'est magnifique, même si ça désoriente. Les nouveaux désirs, eux, naîtront de ta force retrouvée, de tes vraies valeurs, de ce que tu aimes vraiment. Ils seront être moins frénétiques, moins urgents, mais ils seront plus vrais. Plus tiens, donne-toi du temps. Pas un temps passif, une attente immobile, mais un temps actif dans la douceur. Un temps où tu t'observes avec tendresse, où tu notes les petites lueurs, où tu suis les petits frémissements, où tu explores sans attendre de grandes certitudes. Sois patient avec toi-même comme tu le serais avec un ami cher qui traverse une transition difficile, avec la même tendresse, le même respect, la même confiance que ça ira. Parce que ça ira, non pas parce que les choses redeviennent comme avant, mais parce qu'elles deviennent comme elles doivent être, plus authentiques, plus alignées, plus vivantes dans leur façon plus discrète. Il y a une phrase que j'aime, que j'avais lue quelque part et qui ne m'a jamais quitté. La guérison n'est pas le retour à qui vous étiez avant. La guérison est l'arrivée à qui vous êtes enfin. Ce désir qui revient, quand il reviendra, ne sera pas le même désir qu'avant. Il sera plus profond, plus durable, plus en résonance avec ce que tu es vraiment devenu. Et c'est pour ça que ce passage en vaut la peine. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, vraiment. Ces partages n'existent que dans la rencontre. Et il y a quelque chose de précieux dans le fait que tu aies pris le temps d'être là, d'écouter, de laisser ces mots t'accompagner. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quelqu'un qui traverse peut être en ce moment ce silence intérieur et qui ne sait pas encore que c'est une forme de naissance. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi avec la même attention que tu porterais à quelqu'un que tu aimes.